Bonjour mes amis et bienvenue en Suède. Hello from Sweden, we love you. Je suis super hypé et je suis rarement aussi hypé par un musée, c'est peut-être même la première fois. Waouh, c'est bon. Il a 3 mètres de console et de machin tassé. Il dit ça fait 6 ans qu'il a pas été derrière, il sait même pas ce que c'est, il n'y a aucun client qui peut voir ce qu'il a en vente. Putain, j'ai posé à pied. Méga LD, c'est des jeux Mega Drive en laser disc. Je développe un syndrome, à chaque fois que tu pointes un truc, ça sort la carte bleue. Ce côté de l'armoire, c'est à peu près l'équivalent de toute la collection qu'on a au Japon. Ah ouais, putain. Je pense que t'as peu de musées dans le monde où t'as un effet waouh comme ça quand tu rentres. J'en profite d'être dans ce rayon entouré de jeux, de Game Boy et de tout ce que vous voulez pour remercier Ubigi parce que je sais pas si vous le savez mais Ubigi nous aide régulièrement sur plein de projets dont le projet Odyssey, déjà en nous fournissant de la data à chaque fois qu'on est à l'étranger et mine de rien c'est déjà pas mal, mais aussi en finançant certains de nos voyages. Donc là ce trip en Suède et la découverte de cette collection incroyable, c'est grâce à Ubigi qu'on peut le faire sans toucher à l'argent du financement participatif qu'on garde pour la création du musée. Donc on remercie grandement Ubigi, vous le savez c'est une solution pour avoir internet partout quasiment dans le monde à l'exception peut-être de quelques pays, mais jusqu'à maintenant moi j'ai eu internet avec eux partout et c'est super facile, c'est des eSIM, c'est à dire que c'est une SIM que tu as dans ton téléphone mais genre c'est une appli quoi, t'as pas de SIM physique à mettre dans ton téléphone, tu prends du forfait partout dans le monde et tu as internet. Et nous là ça fait 24-48 heures qu'on est en Suède presque et bah ça marche trop bien, c'est comme ça qu'on a le GPS dans la voiture etc. Donc merci à eux, il y a un lien en description et vous avez une petite réduction si c'est votre première fois de 10%. Merci beaucoup Ubigi de nous accompagner sur ce projet en particulier. Ouais, merci Ubigi, c'est top. Ça va, c'est top. Aujourd'hui, je vous propose une aventure incroyable. Nous allons prendre la route depuis ce qu'on appelle dans le jargon le trou de la Suède. On est vraiment au milieu de nulle part pour aller jusqu'à Stockholm. Mais avant, on va faire quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. C'est une maison suédoise parce qu'on a pris un Airbnb, étant donné que les hôtels coûtent 150 € la nuit ici. Et notre Airbnb, comment le décrire, Massa? Une chambre témoin Ikea. C'est une chambre témoin Ikea des années 50. En fait, je pense qu'on s'est rendu compte à quel point la Suède, c'était proche de la Russie. Moi, tu sais, ça m'évoque la Suède, le modernisme, ce qui se fait de mieux en Europe, etc. Le Airbnb est spécial. Mais c'est ça que j'aime bien dans les Airbnb, tu vois, t'es vraiment dans l'intimité, enfin, comment les gens vivent. Alors, malheureusement, j'aurais aimé vous accueillir dans de meilleures conditions parce que là, on a vraiment une rambarde éclairée de LED toute la journée. Voilà mon camarade, bienvenue en Union soviétique. Alors, c'est sympa, on a un petit lit là pour l'inviter. Ah oui, laisser des chaises de bureau. On va tout remettre parce que là on est sur le départ en fait, on a déjà bien profité de cette demeure pendant 2 jours. Oh, regarde, ils ont laissé les étiquettes Ikea sur les bouteilles. Quand tu vas au supermarché, dans toutes les friandises, il y a du daim. Donc là on a pris du marabout au daim par exemple. On aurait bien aimé mettre au frigo. Oh non, je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Ah ouais. Ah, moi je vais vomir. Ouais. En fait c'est un frigo débranché qui est là depuis je sais pas combien de temps et il y a de la moisissure dedans, ça pue le frigo renfermé. Ce qui est intéressant hein, c'est évidemment la salle de bain puisque encore une fois ça fait 2 jours qu'on est là. Ah tu veux montrer prendre une douche? Bah je vais montrer comment on a pris notre douche. Mais d'où il y a de l'eau? Ça marche bien, tu mytho. Y a aucun problème Benoît. Ça fait 2 jours que chaque matin je me lève et l'eau c'est ça. Je me lave avec ça. Et c'est froid. Mais je pense que c'est l'heure en fait. Je pense que c'est tout l'immeuble qui prend la douche en même temps. C'est possible. Hein. Parce que là, tu vois, il y a de la pression et c'est la première fois que je vois ça. C'est pour ça qu'ils mettent des petits trucs, save water, shower together. Ouais, bon bah j'ai découvert qu'il y a de la pression juste à 5 minutes du départ. Chaque coin de la maison est équipé. Une excuse ouais, pour mettre de la déco. Et quelle déco! C'est génial. Avant de montrer le salon qui est la pièce principale, on vous montre la deuxième. Ils appellent ça les WC mais en fait c'est la salle de bain. On peut pas trop marcher là parce que les toilettes elles fuient et du coup ça fait de l'eau qui coule ici. On a une deuxième douche qui ne donne que de l'eau bouillante. Ouais. Ça y est, on peut pas régler, c'est bouillant ou rien. Par contre ce qu'on peut leur montrer quand même c'est le fait qu'on est quand même... Donc il y a un sauna, ça c'est stylé. Je sais pas comment il fonctionne, j'ai trop le seum parce que moi je veux utiliser un sauna quand même. Mais tu montes là, tu te mets sur le siège. Ah, t'es bien là ça. Bah en vrai ouais, enfin si c'était chaud ce serait bien tu vois. Mais c'est la seule belle pièce de la maison, on n'a même pas profité. Le salon, ça me fait un peu penser tu vois au salon du musée. C'est la déco qu'on vise dans le musée du jeu vidéo. Oh regarde, il y a des petites LED qui s'allument là. J'ai envie de crever. On a le petit train William. Et puis toujours un peu gamer quand même dans l'âme, hein, avec un peu cyberpunk. Voilà.
On va prendre la route. On a plein de trucs dans la voiture parce qu'on voulait voyager léger, donc on a que des sacs à dos. On est allé voir, vous allez le découvrir plus tard, une des plus grandes collections la plus grande collection de jeux vidéo du monde. Ils nous ont donné plein de cadeaux. C'est trop excitant, mais pour l'avion, on va... Nous avons la T6 plug-in hybride AWD XC60 de chez Volvo, la marque suédoise. Et nous prenons la route en direction de Stockholm et on va s'arrêter plusieurs fois parce qu'il y a plein de trucs à voir. On en profite d'être là avec Ludo pour faire les magasins d'occasion, les consoles. On a trouvé 2-3 trucs là, mine de rien. Deux petits jeux là, sympa, et des magazines Nintendo suédois. On est bien là, il y a une petite vibe de Pays-Bas. Tout à l'heure, la ville, c'était pas incroyable, il y avait une vibe d'Allemagne de l'Est. Et là, plutôt sympa, les petits canaux, les petits regards, les bâtiments sympathiques, le ciel bleu. Vas-y, qu'est-ce qu'on a appris sur la Suède jusqu'à maintenant? Les gens, extrêmement sympathiques déjà. Ouais. C'est ce qui m'a le plus marqué. Et tout le monde parle anglais, mais un anglais fluide. La nourriture. T'as vu le truc pizza kebab tout à l'heure? C'est vraiment représentatif de la nourriture en Suède. Ils ont 3 restaurants sur 4, c'est des pizzerias. Et le reste, c'est quoi? C'est des sushis, du barbecue kebab texan, des burgers, des kebabs. Et on a demandé 3-4 fois à toutes les personnes qu'on a côtoyées qu'est-ce qu'on doit manger en Suède. Et ils te répondent bah. Mais vraiment. Vraiment. C'est trop ça. C'est écoute. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de culture gastronomique dans cette ville, mais les gens sont très gentils et parlent anglais. Pour l'instant, c'est ce qu'on a retenu. C'est pas si cher que ça par les hôtels. Je voulais faire une vidéo, là je rentre dans les confidences, je voulais faire une vidéo pourquoi Tokyo c'est la ville la plus silencieuse du monde, parce que c'est très calme. Et regardez cette ville. On va dans des supermarchés, dans les centres-villes, partout. C'est calme de fou. Bon, là il y a une explosion derrière moi, mais... Ça, Massa, tu penses que c'est une sculpture en canard simple avec des pneus? Ben pas du tout, c'est avec des pneus neige. Tous les trucs qui font que toutes les voitures qui passent en ville font tac 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 tac. C'est ça là, tu vois. Tous les pneus ils sont comme ça. Ah, une petite boîte pour enfants, tiens. C'est fou ça, tes vieilles poussettes. C'est sûr qu'il y a des trésors là-dedans. Faut les trouver, mais c'est sûr il y a des trucs. En fait, t'as l'impression que c'est que du bordel, mais t'as des consoles tout en haut, tout le tour, partout. J'ai trouvé Retour à le futur, la trilogie. Enfin, Massa a trouvé la trilogie Retour à le futur en suédois. Il est beau, hein. Et regarde, mais en fait, on peut même pas voir tout ce qu'ils ont parce qu'elles sont cassées. C'est une montagne. Je ferais un carnage si j'avais pas le transport. Ce qui est marrant, c'est que quand même, malgré le bordel, si tu touches un truc, il te fait non, non, laisse-moi toucher. Peut-être qu'il a peur si tu touches un truc, tu vois, que tout s'écroule. Putain, il est trop bien le magasin. Tu sais, de dehors, t'as l'impression que c'est nul, et en fait, c'est la caverne d'Alibaba. Il a 3 mètres de trucs, de consoles et de machins entassés. Il dit ça fait 6 ans qu'il a pas été derrière, il sait même pas ce que c'est. Il y a aucun client qui peut voir ce qu'il a en vente. Alors, au menu, on a au choix, pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a un menu pour tout le monde qui est le même, qui est des pancakes en entrée, du porc coréen en plat principal et de la glace au citron en dessert. C'est le seul restaurant qui ne faisait pas de pizza ou de burger ou de kebab de toute la ville dans laquelle on est et qui était ouvert à midi. Oh, les horaires d'ouverture, partout où on va, les horaires d'ouverture, c'est... Ça ferme à 16h. Là tu vois le restaurant, c'est 13h, 23h aujourd'hui, c'est le jour de la semaine, c'est le seul jour de la semaine où c'est ouvert 10h. Le dimanche c'est fermé, le lundi c'est fermé, le mardi c'est fermé. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est ouvert de 5h à 23h. Et le magasin dont il nous avait parlé aussi, il ouvrait que 2 heures par semaine? Oui, c'est ça. De 2h à 4h. Ah, c'était ça qui ouvrait que 2 heures par semaine. Oui. On décortique ça, regarde. On fait une petite intervention chirurgicale. Alors je pense qu'on voit un peu de poivron là. Et dessus, c'est du parmesan. Avec de la mayo, qu'est-ce que c'est ça? L'ingrédient principal de la culture suédoise jusqu'à maintenant, pour moi, ce que j'en vois, c'est la mayonnaise. C'est quoi? Bizarre. Mais bon, ça sent pas trop la Corée, mais effectivement ça a la couleur de la Corée. Ça crie pas la Suède, mais c'est pas mal, hein. J'aime bien. On a toujours la petite mayo, la petite touche mayo quand même, on est content. C'était bien, mais tu ressens pas vraiment la Suède dans le plat, quoi. Non, c'est un truc qu'on aurait pu manger ailleurs. On arrive à Stockholm, ça a l'air beau comme ville. Il y a un bon vent, un vent qui revigore. C'est pas les mêmes températures que ce qu'on a ailleurs dans le monde. Restez encore un peu parce que je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais demain on va voir un des musées que j'ai envie de voir depuis le plus longtemps, qui est un des meilleurs musées du monde, je pense, à Stockholm. Je suis super hypé. Et je suis rarement aussi hypé par un musée, c'est peut-être même la première fois. C'est quoi le quartier? Whoop, whoop, whoop. Gangnam Style. Gangnam Style.
et on cherche un magasin pop culture Ouais, comics. exact. La claque, c'est que là, les prix, ils ont fait x2 par rapport à ce qu'on voyait à la campagne. Ouais, vraiment. Ils ont l'air confortables les sièges. Ah oui, putain. Ça fait penser un peu à Amsterdam, comme on disait. Stockholm, c'est une ville un peu à taille idéale où, enfin, ça, c'est pas trop grande ville, donc un peu sympa, tu vois. Mais c'est quand même suffisamment grande ville pour que tu aies des magasins un peu niche assez sympas. Plante vs Zombie, ouais, c'est pas mal. Je m'intéresse pas trop aux comics même maintenant, mais pendant super longtemps, je trouvais vraiment ça comme un objet pas ouf, tout fin, que t'as pas trop envie, coûte pas cher. Et depuis quelques années, plus j'en vois, plus je me dis, ah, c'est quand même un bel objet. Et puis en fonction des artistes, il y a des styles aussi qui sont super bien. Genre, c'est des belles planches, hein. Ils sont chiés, eux. Ils ont des comics gradés. Ah putain, j'avais pas vu. Oh, oh, j'avais jamais vu. Je savais pas que c'était un truc. J'ai presque envie d'en acheter un pour la déconne. 100 balles quand même. En vrai, rien que pour le fait d'en avoir un, je trouve ça cool. Yeah, it's nice. C'est le Star Wars 1 de 77, c'est l'année de sortie du film. Je développe un syndrome. À chaque fois que tu pointes un truc, ouais, ça sort la carte bleue automatiquement. Non mais ça, c'est un objet incroyable. Ouais, il est vraiment fou. C'est vraiment fou, ça en déco et tout. Mais là, j'ai peur de commencer une collection maintenant. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Bah oui. Non mais ça, c'est T'as pas fini. mythique. Le premier exemplaire de Star Wars avec la première apparition des persos. Même moi qui suis pas fan de comics, je trouve ça incroyable. Je trouve que la ville, elle dégage une petite vibe quand même. C'est difficile à expliquer, mais on s'y sent bien. C'est peut-être un peu dynamique, les bâtiments sont beaux, mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a du relief en fait dans la ville. Tu vois, en haut, il y a des collines, il y a des bâtiments en hauteur et tout, et ça change tout en fait. C'est super plat, la Suède, jusqu'à maintenant on avait que du plat, et là, t'as le fait que ce soit un peu vallonné et tout, je trouve ça vachement agréable. Et puis tout est calme, hein. Putain, les gens, qu'est-ce qu'ils sont calmes, j'ai pas d'autres mots, mais tu vois, ils sont pas stressés, ça se balade. Donc le Nerd Bar, c'est Massa qui a trouvé l'adresse, parce qu'il y avait le mot bar dans Nerd Bar. L'ambiance est trop bien, il y a une vraie collection aussi de jeux et tout. Et toutes les boissons sont faites à base de boissons de jeux vidéo. Et il y a un karaoké avec des filles qui chantent des musiques de jeux vidéo derrière. Et le truc qui nous manquait, on a eu Ikea, on a eu la Volvo, on n'avait pas encore eu un bar. Je suis content, je suis vraiment content. C'est la collègue du patron. Il a des pièces exceptionnelles là-bas. Là, le coffret Zelda, 500 exemplaires. C'est comme en boîte quand tu prends une bouteille de champagne à 500 balles. Return of the Monkey Island. Incroyable, une pina colada dans un verre coco, c'est stylé. Waouh, c'est bon. Alors... C'était bien. J'ai jamais vu un bar nerd avec autant d'ambiance, pas nerd du coup. Mais les gens sont d'une générosité. Le barman, il m'a offert un verre juste parce qu'on vient de loin. Tout à l'heure à la station essence, le mec il a dit oui c'est vrai, vous voulez un café, ouais, c'est pour moi et tout. Vrai, ça arrive plus ça dans le monde normalement. Ce serait pas mal de vous emmener dans un parc, vu qu'il fait un peu bon et tout. Ah oui, puis là ça commence à... il fait de plus en plus bon là. Oh les... Oh bah c'est bien. Bah écoute, je sais pas ce qu'on fait là, mais on y est. C'est un parc circulaire. C'est ça que j'aime bien moi, tu vois, c'est vraiment pas avoir de but. Partir, arriver quelque part, tu sais pas ce que tu vas voir, et tu marches et tu découvres des trucs et tu te rends compte que les panneaux c'est les mêmes qu'au Japon. Ouais, là, par exemple. C'est agréable en tout cas. Ouais, et bon, moi je suis content d'être venu en avril et pas en décembre en tout cas parce que... Regarde le bâtiment bleu magnifique qu'on a là, j'ai jamais vu un bâtiment aussi imposant bleu, je pense, de ma vie. Il manque juste un peu de jaune et on est en Suède. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin, Ludovic? Ah, vide-grenier. Partout dans le monde, je cherche les vides-greniers. Ils sont impeccables. Et c'est marrant parce qu'ici, ils ont de l'américain, ils ont du PAL. Autant ils achètent en américain qu'en PAL. C'est pas là qu'on va trouver des jeux vidéo, des trucs comme ça forcément, c'est beaucoup de, entre guillemets, de vieillerie, qui est bien représentatif hein, de ce qu'aiment les Suédois, j'ai l'impression, parce qu'ils ont une déco un peu kitsch. Bienvenue au Vasa Museet, le musée Vasa. Il y a peu de musées dans le monde, correction, il n'y a pas de musée dans le monde qui me hype plus que ce musée. Tu sais, j'ai une liste d'endroits à voir dans le monde
Et ce musée en fait partie. Vous allez voir pourquoi à l'intérieur, mais il est exceptionnel. Découvrons ça ensemble. C'est un premier indice de ce qu'on va voir dans ce musée. Je crois qu'il n'y a qu'une seule pièce dans le musée, enfin un seul truc en display dans ce grand bâtiment. Et là vous avez un indice. Ah ouais, putain. Je pense que t'as peu de musées dans le monde où t'as un effet waouh comme ça quand tu rentres. Le Vasa, on va dire dans mon vocabulaire, c'est un galion qui a coulé en sortant du port ici de Stockholm il y a quasiment 400 ans. En fait, il a été commandé en 1625 et il est sorti du port. C'était à l'époque où la Suède c'était un royaume super important, super puissant, d'accord. Donc ils avaient les moyens de faire ce genre de bateau, il les fallait pour faire la guerre. Il est sorti du port et a coulé en sortant du port. Il était neuf. Il a coulé pourquoi? Il a coulé parce qu'il est mal branlé en fait. Il n'est pas assez large et il n'est pas assez épais. Il y a eu un coup de vent et il y avait eu. Ah ouais. Ouais, Okay. 400 personnes à bord, il y a eu genre 30 morts, un truc comme ça. Historiquement parlant, c'est une des plus belles pièces qu'on a au monde. C'est comme trouver un deadstock, tu vois, c'est du neuf sous blister. Et puis le travail de conservation qu'il y a dessus, c'est un truc de fou. Parce que c'est genre 20 ans pour le sécher entre guillemets. Le bois il est flingué si tu le sèches tout vite. Tu dois l'humidifier pendant des années et des années, après le faire sécher. Et même maintenant, il y a un traitement de fou sur le bois. Pourquoi c'est exceptionnel d'avoir ça? C'est que déjà il y a aucun, enfin très peu de bateaux neufs qui coulent dans le monde et qu'on retrouve intact des années plus tard, enfin des centaines d'années plus tard. Et il a été conservé parce que, alors je pense que l'eau froide ça doit jouer aussi, mais surtout l'eau était super toxique à côté de Stockholm. Toutes les bactéries, tout ce qui peut bouffer le bois, était tué instantanément. Donc il est resté comme ça dans l'eau pendant presque 400 ans, 350 ans. Le bois du coup il est encore rempli de toxines. Et il est en train entre guillemets de se liquéfier. C'est pour ça qu'il a la coque elle blanchit en fait. Ils ont fait 5 bateaux comme ça en même temps. Il y a exactement le même, sauf qu'il était 1,5 m plus large et il n'a pas coulé. Bah, quand ils faisaient des navires comme ça au 18e siècle, en France en tout cas, je sais pas pour celui-là, mais ils utilisaient à peu près 2000 à 3000 chênes. Donc des chênes qui ont entre 80 et 150 ans. Ils détruisaient des forêts entières de chênes, mais c'est pour ça aussi qu'ils les replantaient, parce qu'ils prévoyaient sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on a des grandes forêts de chênes en France. Le bois qui reste en surplus maintenant parce qu'ils font plus de bateaux, ils font des meubles Ikea. C'est ça le truc, non? Bon, déjà le travail est fabuleux, hein. La restauration du truc, ça a pris des années, voire des dizaines d'années de remettre en état quand même, hein. Mais quand c'est là, t'as quand même un petit sentiment que effectivement il est beaucoup trop par rapport à sa largeur. Parce que comparé aux autres bateaux qu'ils ont fait en même temps, bah déjà il faisait 1,50 m de moins large, mais en plus ils ont rajouté, tu vois, des ornements en hauteur et tout. Et d'après ce que j'ai lu, les ingénieurs, les concepteurs, ils savaient que c'était foireux, mais personne n'a osé le dire au roi en fait. C'était comme ça à l'époque. T'avais un truc comme ça qui arrivait sur la mer, tout en couleur et tout. Le bateau il est encore plus impressionnant vu de haut. Et là techniquement il y a juste une petite porte qui nous sépare du fait qu'on puisse aller dessus. Et moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller dessus et dedans là. Par contre il y a 400 ans on construisait ça quand même. 400 ans hein. Je pensais que la visite s'arrêtait là, on n'était pas encore descendu à l'étage inférieur où il y a toutes les infos sur la rénovation et tout. Il y a plein de trucs incroyables de documents. Mais il y a surtout l'équipage. Il y a l'équipage, il y a aussi des membres de leur famille qui sont morts parce que c'était le voyage d'inauguration. Donc il y a des femmes, des enfants et tout qui sont morts. Dont cela quoi. Je suis vraiment très content d'être venu ici, c'est un des meilleurs endroits que j'ai vu récemment. C'est impressionnant, imposant, tout ce que tu veux. On sent le poids de l'histoire. Je sais pas ce qu'on va faire après. Ah, ils ont même fait l'ambiance d'époque, c'est des départs de bateaux avec les oiseaux qui accompagnent. Nous sommes près de la ville de Karlstad, c'est ça? Karlstad, Au milieu de la Suède. Au milieu de nulle part, hein. C'est vraiment la campagne, c'est du plat avec des arbres. Et aujourd'hui, nous allons voir Embracer. Embracer, c'est une boîte qui rachète des sociétés d'édition jeux vidéo. Hein. Ils en ont racheté pas mal, c'est un groupe. Et en fait, ils ont décidé de consacrer une partie de leurs bénéfices dans l'accumulation de jeux pour pouvoir sauvegarder le jeu vidéo. Et ils ont une collection qui est apparemment énormissime. Ils nous ont invités ici pour aller les voir. Et de ma connaissance, c'est le premier studio qui vraiment activement essaye de conserver les jeux vidéo. Et ils ont une collection incroyable qui est mondialement connue. Ils ont commencé il n'y a pas si longtemps. Ils ont été très rapides. Hein. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. On décolle tout de suite. Et a priori, ce serait la plus grosse collection de jeux hein, de ce qu'on a lu là. De ce qu'on a vu. Après c'est jeu quoi, jeu pur. En jeu. On va voir ce qu'ils nous disent. On va voir, ouais, c'est clair. Ouais. Faire un plan sur le drapeau suédois pour montrer qu'on est vraiment en Suède. Ah, là les gens le voient bien je pense. Voilà, bah ça si tu peux montrer aussi la marque de la voiture. Marque suédoise Volvo.
Oui, c'est suédois, c'est pour ça. Tu vas faire tous les trucs. Oh, on s'arrête à Ikea après, c'est ça? Dès qu'on en voit un, ouais. Ok. Nice David. Ludovic. David. Nice to meet you. You know already your collection. When I was collecting in Japan like 3 or 4 years ago, I was always losing to some guys. And a few days later, I could see the pictures on Twitter. So this was the entrance, and here we have the archive basically. Ah, c'est un truc de ouf en fait. C'est vrai qu'en vidéo, on se rendait pas compte. Je pense que j'ai un peu de travail encore. Ouais, en fait, pas au niveau des consoles. La mise à disposition, enfin la façon dont c'est présenté, parce qu'en plus là tu vois tous les racks, ça c'est impressionnant. We have 66% filled. We have a lot of games. How many? 75,000 objects. Mostly games, but we have of course accessories and system to play the games on. You have like somewhere like 50,000 games or something like that? I think it's 62,000 games. 62,000 games, which makes you the largest collection in the world. Probably. I think yes. On va voir une collection de jeux qui est, je pense, de très loin la plus grande au monde et qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. You have European games, American games, Yeah, we are games. focusing on games from the whole world. So we are building an archive as extensive as possible of all video games. Ça, c'est un set complet Dreamcast, tu vois, t'as japonais, européen et US ici. T'as vu, les Européens, ils avaient quand même un bel emballage Dreamcast. Ah, t'as vu, j'avais jamais fait gaffe à ça. Quand tu les vois comme ça, les jeux Sega, ils ont tous un bleu différent. Ils avaient dit faites bleu sur Dreamcast et ils se faisaient bleu, mais pas de code couleur. Ouais. On est là depuis 20 minutes, j'ai fait un rayon. C'est celle que j'ai gardée, tu vois, ils ont la même. C'est celle que j'ai gardée de quand j'étais gamin. Tu vois, ils ont la version orange que je cherche depuis un moment. Ils sont chauds à trouver celle-là. Là, la FM-Tone en version avec l'écran intégré, tu vois, c'est les FM-Tone. J'ai d'autres versions, j'ai une version en ordinateur, tu sais, en stand avec le lecteur CD vertical. Et j'ai la version qu'on mettait dans la voiture. C'est la Marty Cars. Mais pas celle-là. Et celle-là, non. Ils ont des petites étiquettes pour référencer. En fait, j'ai hâte de voir un peu aussi comment ils font pour référencer. Ils référencent en fait tout, hein. Ils ont des petites étiquettes à chaque fois. Parce que vous aussi dans le musée, vous voulez faire un truc un peu comme ça, si je me rappelle bien. Effectivement. Après, chaque association, chaque collectionneur a sa façon de trier. Et nous, pour le musée, étant donné qu'il y aura une partie archive, une partie publique, il y a aussi un challenge de savoir qu'est-ce qu'on met à disposition du public, qu'est-ce qu'on garde dans des réserves, comment on les trie, etc. Il faut aussi souvent plusieurs exemplaires. Ce qu'on aimerait, c'est avoir ça aussi, c'est pouvoir le montrer au public. Tu vois, faire un système où, genre de labyrinthe où on pourrait se balader dans les jeux comme ça, tu vois. Ça, c'est pas mal, c'est une bonne idée, faire des étagères super hautes comme ça où on mettrait des milliers de jeux où les gens pourraient voir la collection. My name is David Boström and I'm the CEO of the Embracer Games Archive. I'm leading the work of creating this unique archive for video games. We are building an archive as extensive as possible of all video games from all around the world. That means all the games, all the video game systems and also all the accessories. And we've been doing this for now soon 4 years. We're building this archive basically from the ground. So it's been a lot of work and it's very fun and we really love what we are doing here. The purpose with the archive is to be a useful resource for the video game culture, the video game history and the video game industry. So the games are not just standing in a shelf here, we really want them to be of use. So they could help, for example, journalists, people within the video game industry, schools, exhibitions, researchers, basically everything. So we really want the games to be useful and be a helpful resource for others. The archive consists of 3 blocks. Here's block 1. We have mainly hardware and consoles, accessories and stuff like that. Everything in this row is from the same collector. He's been collecting for over 30 years. And he realized after 30 years that the collection was owning him more than he owned the collection. I think it took like 1 to 2 years before he actually wanted to sell it. T'as vu, t'appuies là, t'as tout qui se décale. Ah ouais. Rien que ce rayon-là, rien que ce côté de l'armoire, je pense que c'est à peu près l'équivalent de toute la collection qu'on a au Japon. Alors que c'est juste un rayon de, je sais pas combien de dizaines d'armoires. C'est même pas en display, mais ils ont que des dingueries, tu vois. This is one of my favorites. It's a monitor with a built-in PES engine, and it has these really cute speakers that you put on the sides. Is it functional? It should be. We haven't actually tried it. So you have so many things that you don't have time still to try everything. Yeah, and we want to do it in a safe manner. With stuff like this, you have to be really, really careful to change the filter capacitor, stuff like that. For example, when we started up the Odyssey, I opened it up and checked that everything looked okay, tested the power source, and then replaced it with a modern one instead. Ça c'est super marrant parce que tu vois c'est des jeux méga LD quoi. C'est des jeux Mega Drive en laserdisc.
C'est fou. Ça c'est un truc incroyable et ça se lit sur un lecteur Laserdisc dans lequel tu mets des modules Sega. Le module Sega te permet de mettre des cartouches Sega dessus à Mega Drive. Avec le lecteur Laserdisc, tu peux mettre des CD, Mega CD, et tu peux mettre des Mega LD, c'est-à-dire ça, Mega LD, donc des jeux qui marchent que sur la Laseractive de Pioneer. Et là, ils ont tous les jeux de Laseractive. Et il y a le même module en NEC, donc tu peux la transformer en NEC, et après tu as des Laserdisc NEC. Il y a un truc qui est fou, c'est que pour l'instant, ils sont en train de tout répertorier et de tout trier. Ils le displaient dans les armoires comme ça, en fonction des collections qu'ils ont eues. En fait, il n'y a pas d'ordre. Tu vas avoir des trucs européens, américains, japonais. Tu sais pas où regarder, en fait. Tu as tellement de trucs différents, et chaque boîte, il y a des trucs où vraiment, quand tu fais ta collection, tu te dis ah non, c'est tellement cher, je peux pas et tout. Eux, ils l'ont en 2, 3, 4 exemplaires, juste posés dans un coin d'une armoire, tu vois, pour dire à quel point c'est que des. Enfin, il y a beaucoup de belles pièces, quoi, des trucs. Une pièce, c'est vraiment quand tu l'achètes, quand t'es collectionneur, des fois, c'est ta pièce de l'année, tu vois, vraiment, de ta collection. Et eux, ils ont posé comme ça, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est combien coûte ta collection? Non, mais on va leur demander plus tard, on va essayer, hein. On va essayer d'avoir l'info. Hein. Tu vois, ça c'est la Laseractive dont on parlait juste avant. Les modules, tu peux les mettre là, tu vois. Tu enlèves ça et tu enquilles. Là, t'as le module karaoké, tu vois, tu l'enquilles dedans comme une cartouche. Et après, t'as le module Sega et t'as le module NEC. Les modules, ils étaient vendus comme ça. Là, t'as le module NEC qui est dur à trouver. D'ailleurs, il me le manque. Moi, j'ai le module Sega, mais j'ai pas le module NEC. T'as même la manette Laseractive. Ok. Donc, c'est vraiment très spécifique. Yeah. Mourir écrasé dans des jeux vidéo, ça va, c'est une belle fin, quoi. Non, ce serait ta fin idéale. Voilà, c'est la fin idéale. Je trouve ça fascinant de voir les collections des gens parce qu'en fait, tu vois, regarde, t'as des figurines, J'aime bien aussi le fait de les laisser en collection comme ça. T'as vraiment la vie d'une personne dans une étagère. Celui qui était là-bas, lui, il avait plein de figurines, l'autre, il avait des collectors. Tout le monde a des trucs différents. J'ai peur que la vidéo soit un peu brouillon parce qu'il y a tellement de trucs à montrer là. Même nous, on est là, on sait pas quoi faire. Culture Amiga. Non mais ça c'est incroyable. Ça c'est un truc de mal. Non mais regarde ça. Combien ça fait de jeux Amiga? Ah, je savais qu'ils en avaient fait un paquet, mais je m'étais pas dit autant quand même. Ils ont fait venir un container d'Angleterre pour cette collection. C'est une des plus grosses acquisitions qu'ils ont faites. Ça c'est la deuxième rangée. Donc ce qu'on a vu, c'était impressionnant déjà. En fait, il y en avait deux. C'est vraiment intéressant là par contre. Ça, j'ai jamais vu une collection pareille. Apparemment, c'est un Anglais du coup qui leur a vendu toute la collection d'un coup pour s'acheter un camping-car. Il devait être pas mal le camping-car, je pense. C'est un sacré camping-car de 3 étages. Je pense que le mec il a mis la voiture et tout dedans. Là en fait t'as le full set Saturn japonais, t'as tous les titres japonais. Ce qu'il me disait tout à l'heure, ils auraient à peu près 40 full sets. J'ai connu un collectionneur qui en avait 15 full sets, c'était déjà impressionnant en japonais. Je crois qu'en Saturn il y a 1200 jeux, un truc comme ça. The idea to the archive came from Embracer Group's founder and CEO, Lars Wingefors. He's been in the video game industry his whole life. Started as a young kid with selling comics in his mother's basement and then moved on to selling video game and creating video game companies, and yeah, which led to Embracer Group. So he's been collecting video games for several years and he had this big collection of 50,000 objects. 6-7 years ago, he started realizing that his collection could be more useful if it was transformed into an archive. So when we started the archive 4 years ago, we had 50,000 objects here in the archive. Today, 4 years later, we have 75,000 objects. The archive today consists of 5 co-workers, and we have an acquisitioner whose name is Thomas Sundhede. And his job is to search all around the world and find collections and also collectors. So he's been finding all the games that we have here. So we have an archivist, and we have a technical engineer, and we have an archive administrator. So we are today 5 people working here in the archive. How much it cost? I think it was like 1 million for the shelving. But it's like perfectly customizable because everything can be moved. Ils font des vraies étagères maintenant Ikea, ça marche bien. Philips Digipack unit here, and this is a more compact version. There exist other versions that are more wide. This is really beautiful hardware. Yeah, sure, it looks like vintage car or something. Yeah, exactly. Have you heard about Minitel? No. It looks like it. It looks like a Minitel. It's the Minitel. We had it in Sweden also. It was huge in France, right? Yeah, it was. Yeah, this is the Swedish version Teleguide, but it was super expensive. Ils donnaient le Minitel gratuitement, mais ça a dû coûter super cher en fait. Avec ouais, mais après les communications elles valaient extra cher en fait. Ok, mais les gens s'en servaient? No, it was. Ça coûtait très cher d'aller sur le Minitel en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné ils vendaient le sillage, c'était un téléphone avec Minitel, mais c'est les premiers cristaux liquides, tu vois. Et en fait ils l'offraient en location mais très peu cher. Et par contre il fallait le rendre. Et du coup il y a eu tout un business. J'arrivais à en vendre parce qu'en fait les mecs il fallait qu'ils le rendent à France Télécom et ils l'avaient plus. Du coup ils me les achetaient pour pouvoir les rendre à France Télécom pour arrêter les abonnements en fait. Mais il y a plein d'histoires comme ça de produits qui se vendent encore ou qui se sont vendus longtemps après la fin parce que les gens il y avait
avait une histoire derrière, tu vois. Parce que le seul moyen de pouvoir arrêter l'abonnement, c'était de le rendre, sinon tu pouvais pas. Exactement, sinon tu continues à payer genre 5 balles par mois pendant... C'est légal de faire ça? Bah, de faire payer un abonnement Tu signes les contrats sans lire, quoi, je suppose. Ah ouais, putain. Tu vois, on est en train de discuter avec eux et en fait, ils ont un problème un peu qui est un peu ce que nous, on a aussi comme réflexion, c'est qu'ils veulent préserver le jeu vidéo pendant le plus longtemps possible, des centaines d'années, voire à l'infini si c'est possible, mais ils veulent pas en faire un endroit fermé où tous les jeux sont dans des boîtes préservées de la lumière avec, tu vois, parce que avoir une pièce comme ça, c'est en rentrant ici que tu comprends qu'il y a plein de jeux et c'est beau et t'as envie de plonger dedans et de regarder. Tu vois, ils sont à mi-chemin entre pas vraiment un musée mais une expo de jeux et de consoles, mais aussi le côté sérieux. Et ils essayent de trouver le bon équilibre entre les deux et c'est aussi un problème que nous on a, c'est qu'on veut faire en sorte de préserver le patrimoine, mais on veut que tout le monde puisse en profiter. Et ils ont exactement les mêmes questions que nous on se pose à Odyssée. Donc c'est vachement intéressant d'en parler avec eux. Et même après eux, là ça fait 4-5 ans qu'ils ont commencé cette aventure et ils sont toujours dans ce process de se dire comment est-ce qu'on va faire pour à la fois conserver et faire en sorte que les gens qui viennent ici ou les autres, tu vois, les associations avec qui ils veulent travailler puissent en profiter et que ce soit préservé. C'est un vrai enjeu et c'est super intéressant. Et eux, ils ont quand même pris le parti de faire un truc où on se dit bon bah vas-y, on veut quand même que les gens se fassent plaisir, on veut se faire plaisir, on veut un bel environnement et ils ont quand même tout disposé comme ça. Et c'est un peu le contraire de, comme disait Ludo tout à l'heure, de la BNF ou Joseph Rodin, tu vois, au Japon. Eux c'est vraiment on préserve et c'est bien parce qu'il faut aussi des entreprises comme ça, des associations comme ça. Eux ils préservent, donc c'est dans des boîtes, c'est scellé, c'est à l'abri de la lumière, mais quand tu y vas, bah, c'est des boîtes quoi. Alors que là, tu vois, tu aimes bien Tomb Raider, voilà. Tomb Raider. Moi, ça me vend du rêve, ça. C'est que t'as tout le... Bah, c'est trop bien. Today, our main focus is creating this archive, and we really want to help, for example, museums and other exhibitions with lending out objects from our archive. Even though we have 75,000 objects, we are still missing a lot of games. So it's quite easy still to find games that we don't have. We were very happy when we heard about the Odyssey Museum. We think that it is a very good idea and that it could be something really good for the video game culture, that you can go there and experience the history of video games and also try the games and so many other things in one location. So we are really supporting this big unique project. When we started here, or 5 of us in this room over here, we had like 100 pallets with 1,000 boxes with all the games that needed to be unpacked. And we did that for like 3-4 months. It was Christmas every day. It was so fun because we didn't know what was inside the boxes. So it was, yeah, very nice. Le Neo Geo, il en a parlé aussi, mais pareil, je kiffe. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir le full set en boîte carton qui s'abîme super vite, comme on sait, les boîtes carton. Et là, tu as vraiment tous les titres en boîte carton dans des états exceptionnels, quoi. Il y a plein de petits trucs un peu partout. Bon, alors, ça reste des choses qu'on peut trouver, hein, si on a les moyens, en fait, tu peux trouver à peu près tout, mais il y a des choses un peu plus dures dans lesquelles tu veux pas mettre les sommes qu'elles valent, tu vois, par exemple. Tu vois, ça c'est une console que je connais, on en trouve en Allemagne souvent et tout, c'est la console Commodore, tu vois, et c'est juste la console, mais elle vaut, dans cet état-là, ça vaut 1000, un peu plus de 1000 balles, mais t'as pas envie de les mettre, tu vois, dans cette console-là. Tu vois, il y a des trucs comme ça que j'ai pas franchi le pas sur ce genre de truc, parce que j'avais pas envie. Ce qui est marrant aussi, c'est l'Atari 5002 là-bas. Ça, l'histoire, c'est que je l'avais récupéré à l'époque où le dollar était pas cher, j'achetais toutes les consoles américaines, et en fait je reçois un colis avec ça, je me dis putain mais c'est quoi ce truc énorme qui arrive des États-Unis, et je m'attendais pas, sur les photos j'avais jamais eu l'impression que c'était aussi fat, quoi. Et la console elle est plus grosse que la Neo Geo dedans. Donc là en fait ils nous expliquaient que pour l'instant ils conservent ça pour eux, mais leur objectif aussi dans le futur c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse voir. Alors bon effectivement il y a beaucoup de trucs qu'on a, mais c'est surtout en jeu en fait que c'est impressionnant aussi, moi je trouve, et ils vont essayer de participer à des expos, à des musées, etc. pour mettre tout ça un peu à disposition du public dans le futur, ce qui est vraiment bien. En fait le côté jeu là comme ils ont fait, vous voyez, ils l'ont fait en 4-5 ans, donc c'est quelque chose qu'on attaque nous aussi à l'heure actuelle. On en a déjà pas mal, et par exemple on est en train de récupérer les full sets, on a déjà récupéré 4 full sets. Il y a beaucoup de collectionneurs, surtout en France, qui ont collectionné des full sets, donc petit à petit on va pouvoir compléter la collection comme ils l'ont fait eux. En vrai il y a un peu l'esprit bataille aussi, hein. Là quand on voit ce qu'eux ils ont, etc., tu te dis bah, il faut qu'on arrive à ça aussi, hein. En jeu là. On sera meilleur. Ça c'est les trucs qu'on montre pas à la caméra normalement, c'est là qu'ils réparent les consoles et tout, tu vois. Moi quand je vois un fer à souder, je me dis ça travaille, tu vois, parce que c'est pas juste mettre des consoles sur une étagère, c'est ça le truc, c'est qu'il faut les tester. C'est pour ça qu'on leur demande vous avez testé ça, et ils nous disent non parce que là il faut prendre son temps, etc., peut-être changer les petits conducteurs et tout. Ah, t'as une Xbox. Il manque des trucs à l'intérieur, ou alors il y a beaucoup de place pour l'air, mais
Putain, j'ai pas osé appuyer. T'as jamais fait le tour. Ce qui est intéressant là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la télé dans laquelle on peut plugger un Pong. Et ça, je l'ai celui-là dans la collection. Et par contre, la télé, je l'ai jamais vue. Hein. Donc si jamais vous voyez une télé comme ça, on est intéressé. Hein. Par contre, ça se trouve, bon, pas facilement, mais il y en a plusieurs. Hein. Des comme ça, j'en ai plusieurs. Regarde la télécommande, elle est pas stylée là. Regarde la télé. C'était assez impressionnant quand même d'être ici, l'environnement de travail est assez incroyable, c'est inspirant. On va maintenant aller manger, alors j'allais dire de la nourriture suédoise, mais on n'en trouve presque pas, même eux ils ont du mal à nous conseiller, mais on va aller manger avec eux et discuter un petit peu plus. On trouve plein d'attractions qu'on peut faire en plus avec Odyssey avec eux, donc c'est assez cool. En tout cas on a été super bien reçus, la team est incroyable. Ouais, c'est clair, de travailler dans ces conditions c'est vraiment agréable. On aimerait tous avoir ça. On pourrait y passer des heures à regarder, on fait un regard rapide. On est resté 3 heures quand même, mine de rien. En tout cas merci de nous ouvrir ces portes encore une fois, c'est assez exceptionnel de venir ici. On est vraiment au milieu de nulle part au milieu de la Suède. Tu vois, tu fais 300 km dans un sens, c'est plat, sans rien. 300 km dans l'autre sens, il n'y a rien. Au nord, au sud, il n'y a rien. C'est vraiment au milieu de nulle part. Et c'est assez fou d'être là en fait. Je me suis fait arnaquer quand même sur la conduite, quoi. On m'a dit, ouais, tu vas conduire une Volvo et tout, c'est sympa, mais bon, c'est tout droit. 300 km tout droit, c'est pas très marrant avec le soleil en plein dans la gueule. Je suis pas très gentil avec la nourriture suédoise jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas trouvé de vrais trucs suédois, à part une montagne de crevettes sur du pain et de la mayonnaise, mais ça a l'air pas mal. C'est une loaded potato, donc une patate chargée, tu ouvres en deux et tu mets plein de viande dedans. Après ça s'appelle barbecue Texas. Mais après peut-être que c'est une autre partie de la Suède qui s'appelle Texas. Mais après il a dit aussi c'est du Texas suédois je crois. Ok, so this is typical Swedish food. Not really. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous le voyez, le projet Odyssey continue d'évoluer. Aujourd'hui, c'est à travers de belles rencontres ici en Suède et des choses qu'on va pouvoir créer ensemble dans le futur. Merci à Ubigui encore une fois de nous avoir financé ce voyage. Je vous rappelle la présence du lien en description si vous allez à l'étranger aussi et qu'il vous faut de la data internet puisqu'il vous en faut forcément. Passez par eux, en plus ça nous soutient mais vraiment c'est juste le meilleur service qui existe de ce style. Donc merci encore une fois. À bientôt.